la scène est silencieuse, une nuit noire, une profonde solitude. L'âme se trouve à l'orée d'un gouffre, tout comme un grand architecte se tient face à un terrain vierge, prêt à dessiner la forme de son avenir. Mais, avant de poser la première pierre, l'âme doit d'abord se délester de ce qui la freine, de ce qui l'alourdit. Ce qui importe, ce n'est pas ce que vous êtes, mais ce que vous devenez. Napoléon Hill. Et si vous pouviez tout effacer? Si vous pouviez recommencer avec une ardoise propre, détruire les chaînes invisibles du passé qui vous retiennent encore, malgré vous? Beaucoup d'entre nous se laissent définir par ce qu'ils ont été. Mais, comme l'ombre d'un vieux bâtiment laissé à l'abandon, notre passé ne fait que masquer la grandeur à venir. Là, dans ce silence, une question brûle. Qui seriez-vous si vous vous détachiez de toute histoire préécrite, si vous deveniez le maître absolu de votre propre scénario? Le poids des cendres. Il est une image poignante qui traverse les âmes humaines dans les moments de doute et de souffrance, celle d'un roi déchu. Ce roi, jadis maître de son royaume, se trouve maintenant dans les ombres de son propre passé. Il regarde les ruines de ce qu'il a construit, les vestiges de son pouvoir, et il se sent écrasé. Tout est parti en fumée, tout ce qu'il connaissait, tout ce qu'il pensait être éternel. Pourtant, dans l'obscurité de la perte, une vérité fondamentale se fait jour. Ce n'est pas le royaume qui fait le roi, mais l'esprit qui réside en lui. L'esprit, en son essence, est le seul domaine où le souverain peut toujours régner. Le passé est le terrain sur lequel l'esprit trouve sa caverne de confort, mais si vous voulez atteindre la grandeur, vous devez briser cette caverne. Napoléon Hill. L'histoire de ce roi est celle de chacun de nous. Que l'on ait vécu des échecs professionnels, des relations brisées, ou des rêves écrasés sous la pression du quotidien, nous avons tous nos cendres. Nous avons tous un passé qui, parfois, se fait plus lourd que nos ambitions, plus grand que nos rêves. Ce passé, qu'il soit fait de souvenirs dorés ou d'échecs cuisants, se transforme souvent en une lourde chape de pierre, sur laquelle nous nous appuyons pour nous relever, mais qui, en réalité, nous empêche d'avancer. Regardez ce roi déchu. Il pense que tout est perdu. Il se laisse submerger par les ruines, la poussière, et les vestiges d'une vie révolue. Mais s'il s'arrête un instant, il comprend que ces cendres ne sont pas une fin, mais une opportunité. Car dans chaque cendre, une étincelle peut être cachée. Chaque échec, chaque perte, peut devenir le fondement de ce qui suivra. Prenez l'exemple d'un homme, un inventeur parmi tant d'autres, mais qui a su se saisir de ses échecs comme d'un tremplin vers la gloire. Thomas Edison, l'un des plus grands génies de l'histoire, est un exemple éclatant de cette alchimie. Au début de sa carrière, il fut rejeté, méprisé et oublié par ceux qui n'avaient pas foi en lui. Ses premières inventions furent des échecs cuisants, des erreurs monumentales qui ne faisaient que rallonger la liste de ses défaites. Pourtant, il ne se laissa jamais définir par ses erreurs. Il ne se laissa jamais enfermer dans le piège du passé. Il les effaça. Non pas en les reniant, mais en comprenant qu'elles n'étaient qu'un passage, une étape, un terrain fertile pour le futur. Il les utilisa comme des briques, jetant les cendres au vent pour ne conserver que ce qui l'aidait à avancer. Dans cette perspective, l'échec n'est pas une fatalité. Il est, dans une certaine mesure, la matière première de la réussite. Ce n'est pas dans l'échec qu'on se perd, mais dans l'incapacité à le laisser derrière soi. Ces mots résonnent dans l'esprit de ceux qui, comme Edison, ont appris à voir dans chaque cendre le potentiel d'une flamme nouvelle. L'échec n'est qu'une vision limitée de la réalité. Ce qui compte, c'est la capacité à transformer cette vision en action. Effacer le passé n'est pas une question de renier ce qui a été, mais de comprendre que ce qui a été n'est pas tout ce que vous pouvez devenir. Cette vérité se cache dans la profondeur de l'âme de chaque être humain. Ce qui a été est important, mais il n'est qu'une étape dans le grand voyage de votre vie. Les erreurs, les pertes, les frustrations, ce sont des matériaux pour la construction du vous de demain. Mais pour les utiliser à bon escient, il faut d'abord les effacer dans l'esprit. Il faut comprendre qu'elles n'ont aucune emprise sur l'avenir. Elles ne sont que des ombres passées. Chaque échec, chaque erreur, chaque cicatrice est une brique du monde nouveau que vous allez bâtir. Mais ces briques ne doivent pas vous écraser, elles doivent vous élever. C'est à travers l'oubli du passé que l'on découvre la vraie liberté de créer un avenir. C'est dans la capacité à se détacher de ce qui n'est plus qu'on trouve l'espace pour que ce qui doit être naisse. Ainsi, la question est posée, quelles cendres avez-vous encore en vous, et êtes-vous prêt à les effacer? À les utiliser non pas pour vous alourdir, mais pour forger une nouvelle force, une nouvelle vision, un nouveau royaume? Parce que, dans cette liberté de laisser tomber ce qui ne sert plus, réside la promesse d'une grandeur à venir. Le protocole machiavélique, reconstruire sans pitié.
Le processus de reconstruction, dans le sens véritable du terme, n'est pas un acte doux ou réconfortant. Il est une guerre silencieuse contre les débris du passé, un sacrifice implacable pour l'avenir. C'est là, dans cette obscurité, que l'on se trouve face à l'essence de la transformation radicale. Niccolò Machiavelli, un stratège impitoyable, a compris que pour régner, il fallait non seulement manipuler le monde extérieur, mais aussi prendre le contrôle absolu de soi-même. Dans ses écrits, il n'a cessé d'insister sur la nécessité de briser les chaînes du passé, d'anéantir les influences et les liens qui nous entravent. Dans ses yeux, chaque attache au passé est un obstacle à la grandeur. Il n'est pas de plus grand crime que de céder à la complaisance du confort de l'âme. La grandeur n'appartient qu'à ceux qui brisent les chaînes du passé. Napoléon Hill. Ce n'est pas dans la douceur de l'âme que naît le pouvoir, mais dans la cruauté de l'esprit qui, dans son élan de destruction, sculpte le futur à son image. Le protocole machiavélique est un appel à l'action sans faiblesse, à la remise en question de tout ce qui existe, même des choses les plus chères à notre cœur. Pour reconstruire, il ne faut pas seulement s'efforcer d'améliorer ce qui est existant, mais il faut avoir le courage d'effacer sans pitié ce qui est déjà là. Chaque relation, chaque souvenir, chaque certitude que vous portez doit être passée au crible de la vérité. Est-ce que ce lien vous fait avancer ou vous ancre dans le passé? Est-ce que cette croyance est un pilier vers votre empire, ou une corde qui vous maintient prisonnier de votre propre histoire? Machiavel prônait la rupture totale, l'acte de couper, de détruire, de laisser derrière soi tout ce qui pouvait nuire à l'accomplissement de la vision. Cette perspective glaciale, cette froideur dans l'âme, n'est pas une invitation à la cruauté gratuite, mais à une pureté absolue dans la quête de pouvoir et de transformation. L'esprit humain, lorsqu'il s'aventure dans ce terrain de reconstruction, doit être prêt à sacrifier même les relations les plus profondes, les plus affectueuses, si ces dernières l'empêchent de devenir ce qu'il doit devenir. Nelson Mandela, une figure emblématique de la rédemption et du changement, incarne parfaitement ce principe. À l'âge de 44 ans, il était emprisonné dans une cellule de prison, au cœur de la lutte contre un système d'oppression qui avait déjà volé de nombreuses vies. Mais Mandela ne s'est pas défini par ses chaînes, ni par la répression extérieure. Il a compris que la liberté qu'il recherchait n'était pas celle que l'on pouvait conférer par des gestes extérieurs, mais celle qui réside dans l'esprit. Il avait le pouvoir de se libérer mentalement avant même que les portes de sa cellule ne soient ouvertes. Comme Machiavel l'aurait suggéré, il n'a pas seulement lutté contre les oppresseurs physiques. Il a détruit l'ancienne version de lui-même, celle qui était marquée par la haine, la vengeance et la victimisation. Dans son esprit, il avait déjà quitté la prison avant même que la porte ne s'ouvre. L'élévation de son esprit a été le véritable acte de libération. Le reste n'était que la formalité du monde physique. L'ancien Mandela n'existait plus. Il n'était plus prisonnier des injustices passées, de la colère ou du sentiment d'impuissance. Il avait effacé les murs de sa propre cellule mentale. Il est plus important d'être capable d'évoluer que de rester fidèle à une version de soi-même figée dans la pierre. Napoléon Hill. Cette notion d'évolution incessante est cruciale. Ceux qui réussissent ne sont pas ceux qui s'accrochent à une version d'eux-mêmes figée et immuable. Les grandes révolutions, les transformations profondes, que ce soit au niveau individuel ou collectif, naissent de l'incapacité à se fixer dans le passé. Si vous vous accrochez à des souvenirs qui vous dévalorisent ou à des croyances qui vous limitent, vous êtes condamné à tourner en rond. Ceux qui imposent leur domination sur le monde, ceux qui laissent une empreinte dans l'histoire, sont ceux qui ont appris à reconstruire sans pitié, à effacer tout ce qui n'a plus de place dans leur vision. Si vous aspirez à un changement profond, à une transformation qui va au-delà des simples ajustements, vous devez d'abord oublier. Oubliez tout ce qui vous a été enseigné, oubliez les vérités que vous avez héritées, oubliez les normes imposées par un monde qui ne comprend pas votre potentiel. Oubliez même les relations et les engagements qui vous enferment dans une réalité étroite. Oubliez votre ancienne version. La seule question qui compte, qui devenez-vous après cette rupture? Dans ce processus de reconstruction sans pitié, il y a une douleur, il y a une épreuve. Mais c'est dans cette douleur que naît la possibilité d'une version plus forte, plus audacieuse de vous-même. Vous ne pouvez pas bâtir un empire sur des fondations fragiles, ni faire grandir un rêve en vous accrochant à des vestiges du passé. Chaque empire, chaque révolution, chaque changement profond commence dans cette zone de rupture. Là où tout s'effondre, là où tout doit être reconstruit. Vous devez avoir l'audace de tout effacer, et de commencer à partir de zéro, mais avec une vision plus grande, plus vaste, plus forte. Cette capacité à se réinventer, à couper les liens avec le passé pour faire émerger un soi nouveau,
est la clé de votre transformation radicale. L'art de la pensée organisée, visualiser l'impossible. La reconstruction intérieure n'est pas simplement un acte physique ou un enchaînement d'actions successives. Ce n'est pas un simple nettoyage de ce qui a été détruit. Au contraire, c'est une création mentale. Le véritable travail commence dans les recoins les plus profonds de l'esprit humain. La clé n'est pas seulement d'agir, mais de préparer le terrain mental, de planter les graines d'une vision nouvelle et d'être prêt à voir émerger une version de vous-même que vous n'avez jamais imaginée auparavant. Si la reconstruction physique est l'ombre de ce travail, l'œuvre mentale en est la lumière. Ceux qui croient en eux-mêmes et visualisent sans cesse leur réussite, deviennent des géants dans un monde de moyens. Napoléon Hill. La pensée organisée devient ainsi l'outil par excellence pour façonner cette nouvelle réalité. Mais plus que la simple organisation des idées, il s'agit d'une vision précise, claire, méthodique, qui permet de réorganiser les structures mêmes de l'existence. Parce que ceux qui ne parviennent pas à visualiser leur avenir sont condamnés à vivre une vie de réactivité, gouvernée par des événements extérieurs. Ceux qui savent visualiser leur avenir, et qui structurent leur pensée autour de cette vision, possèdent un pouvoir que peu comprennent. Ce pouvoir est celui de transformer l'imaginaire en réel. Imaginons un instant la figure de Niccolò Machiavelli, le stratège inflexible. Machiavel savait que, pour que le pouvoir soit véritablement consolidé, il fallait d'abord que l'esprit soit convaincu de sa propre vision. Sans cette vision, même le plus habile des plans resterait un simple mirage. L'image mentale de la grandeur, l'idée claire de ce que l'on veut devenir, est le seul moteur qui guide les actions avec précision. Il ne s'agissait pas simplement de faire des choix ou des actions isolées, mais de construire un univers mental où chaque mouvement était parfaitement aligné avec un objectif supérieur. Dans les ténèbres du doute, dans les moments où l'obscurité semble dominer, la vision devient la lueur d'espoir. Elle éclaire le chemin. Comment pouvez-vous transformer votre réalité si vous ne pouvez même pas imaginer la vie que vous souhaitez? L'imagination n'est pas un simple rêve éveillé. Elle est l'art de créer des formes nouvelles à partir de l'invisible, l'essence même de la réalité future. Mais encore faut-il savoir l'organiser. Chaque pensée, chaque intention, chaque vision doit être méthodiquement structurée pour ne pas sombrer dans le chaos des possibilités infinies. C'est cette clarté mentale qui donne naissance à l'action. Prenons l'exemple de Steve Jobs, un exemple frappant de cette maîtrise de la pensée organisée. Avant de devenir un icône de l'innovation, Jobs n'a pas commencé par une simple idée technique. Ce qu'il a d'abord vu, c'était un monde. Un monde où l'art et la technologie se fusionnaient harmonieusement, où la technologie n'était pas un outil froid, mais une extension de la créativité humaine. Loin de simplement construire une entreprise, Jobs a visualisé un futur où la technologie serait accessible, intuitive et profondément humaine. Avant même que l'iPhone ne devienne une réalité, il avait déjà vu cette technologie dans son esprit, parfaitement formée, prête à entrer dans le monde. Jobs n'était pas simplement un inventeur. Il était un visionnaire, capable de bâtir un monde avant de le voir émerger dans la réalité. La vision ne se contentait pas de suivre la tendance, elle la créait. Ses pensées étaient organisées, synchronisées vers un objectif unique, créer un produit qui changerait non seulement la technologie, mais la société elle-même. Dans cette organisation mentale, chaque détail comptait. Chaque mouvement était en harmonie avec la vision plus large, une vision qui, aux yeux de beaucoup, paraissait impossible. Là où beaucoup voient de l'impossible, le visionnaire voit de l'espace vierge, un terrain à modeler. Le visionnaire, en effet, ne voit pas ce qui est déjà. Il voit ce qui pourrait être. Et c'est dans cette capacité à imaginer un avenir sans limite qu'il trouve la force de le réaliser. Là où les autres voient des obstacles, des impossibilités, il voit de l'espace vierge, un terrain encore non exploré, une toile blanche où tout reste à peindre. Mais pour accéder à cette réalité, il faut être prêt à organiser son esprit, à canaliser cette vision vers des actions précises et délibérées. La pensée doit être ordonnée, chaque pensée dirigée vers un but, chaque idée transformée en action concrète. Ce n'est pas simplement rêver d'un futur meilleur. C'est comprendre que ce rêve doit être structuré, planifié, et chaque détail doit servir cette vision supérieure. Un projet sans organisation mentale est comme un navire sans boussole. Il dérive, sans but, emporté par les vagues du hasard. En fin de compte, la reconstruction ne commence pas par l'action physique, mais par un acte mental. Visualiser l'impossible n'est pas un luxe ou une fantaisie. C'est une exigence fondamentale pour celui qui cherche à se réinventer, à créer une nouvelle version de lui-même. Et c'est dans cette réorganisation de l'esprit que se trouve le véritable pouvoir de transformation.
La question est donc, quelle vision guide votre esprit aujourd'hui? Parce que tout ce que vous souhaitez devenir commence par ce que vous êtes capable d'imaginer. La force de l'affirmation, le souffle du nouveau soi. Les affirmations, loin d'être de simples mots que l'on prononce mécaniquement, sont des mantras, des forces vibrantes qui agissent sur l'essence même de notre être. Elles ne sont pas destinées à être entendues par les autres, mais par nous-mêmes, plongés dans la profondeur de notre âme. Chaque mot, chaque pensée répétée, devient comme une pierre jetée dans l'étendue de l'inconscient, créant des vagues invisibles mais puissantes. Ces vagues ne sont pas simplement des échos superficiels, elles modifient la texture même de notre être. Elles façonnent notre réalité en restructurant nos croyances, en dissolvant les limites qui ont longtemps fait prisonnière notre pensée. Dans ce processus, vous devenez l'architecte de votre propre réinvention. Je suis celui que je choisis d'être. Chaque pensée que j'aligne avec ma vision me rapproche du pouvoir absolu. Napoléon Hill. Ces mots, loin de n'être que des affirmations théoriques ou des vœux pieux, sont des instruments de transformation profonde. Imaginez que chaque affirmation que vous répétez avec conviction est comme une bombe à retardement placée dans les couches profondes de votre inconscient. Lorsque vous déclarez « Je suis celui que je choisis d'être », vous ne faites pas qu'énoncer une vérité, vous créez la réalité d'un nouveau soi qui n'est plus défini par les chaînes du passé ou les limitations d'aujourd'hui, mais par la puissance infinie de ce que vous souhaitez devenir. Vous devenez, instantanément, l'architecte d'un futur que vous avez déjà posé dans le présent. Les affirmations sont bien plus qu'une simple répétition de phrases positives. Elles sont des forces organisées, des pensées méticuleusement alignées qui redéfinissent l'invisible avant de se manifester dans le monde physique. Chaque mot prononcé se répand dans les profondeurs de l'âme comme des vagues qui viennent heurter les anciens schémas, les croyances limitantes qui vous ont longtemps maintenu en échec. Ces vagues viennent réorganiser les fondations de votre être, effaçant les contours flous de vos anciennes pensées et y insérant une nouvelle architecture mentale. Les affirmations ne cherchent pas à nier la réalité. Elles cherchent à modifier cette réalité, à redéfinir ce que l'on croit possible. Lorsqu'un créateur ou un visionnaire prononce une affirmation, il ne fait pas qu'énoncer des paroles, il inscrit sa vérité dans l'univers. Les affirmations sont des actes mentaux de pouvoir. Ce sont des forces invisibles qui sculptent la matière de l'existence, bien avant que celle-ci ne devienne palpable. Lorsque Napoléon il nous invite à croire en notre propre pouvoir, il ne nous dit pas seulement de penser positivement. Il nous exhorte à visualiser, à répéter, à devenir cette force qui redéfinit la réalité. Considérez l'exemple des grands créateurs, de ceux qui ont non seulement changé le monde, mais qui l'ont fait selon une vision inébranlable. Walt Disney, par exemple, n'a pas simplement rêvé de Disneyland comme une simple idée d'amusement. Avant que le parc d'attractions ne devienne une réalité, Disney le voyait déjà. Il le ressentait déjà dans chaque fibre de son être. Chaque jour, il répétait cette vision dans son esprit. Chaque action, chaque décision qu'il prenait, était guidée par une vérité qu'il avait intégrée dans son âme, ce monde existe déjà en moi. Ces affirmations n'étaient pas des prières ou des souhaits, mais des vérités qu'il imposait à son existence. Il ne doutait pas. Il répétait, avec fermeté et clarté, son idéal jusqu'à ce qu'il se transforme en réalité. Il en va de même pour Henry Ford, qui croyait profondément que son rêve d'une automobile abordable pour tous les Américains était non seulement possible, mais inévitable. Ses affirmations, ses croyances étaient organisées autour de cette vision. Il ne se contentait pas de penser que cela allait se produire, il l'affirmait, il y croyait, et le monde devait se soumettre à cette réalité. Il y a une puissance insondable dans cette répétition d'une vérité mentale. La réalité que vous avez dans votre esprit prendra forme, tôt ou tard. Si vous vous convainquez, jour après jour, que vous êtes destiné à accomplir quelque chose de grand, cette pensée se nourrira d'elle-même et deviendra un facteur déterminant de vos actions. Les affirmations ne sont pas des formules magiques. Elles ne sont pas là pour remplacer l'effort ou le travail, mais pour aligner votre esprit avec votre action. Lorsqu'elles sont intégrées profondément dans votre être, chaque pensée devient une poussée vers l'action, chaque geste un mouvement vers la concrétisation de ce qui, hier encore, vous paraissait impossible. C'est là que la transformation prend place. Vous ne devenez pas ce que vous espérez. Vous devenez ce que vous affirmeriez, encore et encore, jusqu'à ce que la réalité vous cède le passage. Dans ce processus de réinvention, l'affirmation est donc le souffle du nouveau soi. Elle est la force invisible qui soutient la structure de la transformation. Sans elle, l'édifice de votre avenir reste fragile. Avec elle, il devient indestructible. Vous êtes l'architecte. Vous êtes le créateur.
Et chaque affirmation que vous répétez vous rapproche, pas à pas, de ce pouvoir absolu que vous avez toujours possédé. La question est alors, quelle affirmation allez-vous prononcer aujourd'hui pour modeler le monde de demain? La transformation est un acte de pure volonté. Le protocole de Machiavel n'est pas une voie pour les faibles de cœur, mais pour ceux qui osent se sacrifier, oublier et renaître. La vraie grandeur réside dans la capacité de faire table rase et de forger son propre chemin sans regret. Napoléon Hill. Dans le silence, vous entendrez votre propre appel. Effacer le passé ne signifie pas renier ce que vous avez vécu, mais prendre le contrôle total de votre propre narration. Vous êtes le sculpteur de votre existence, et l'outil le plus puissant que vous possédez est votre esprit. Et maintenant, demandez-vous, êtes-vous prêt à recommencer sans pitié? À effacer tout ce qui ne sert plus à la grandeur qui sommeille en vous?